Des maths d'Énol, suite, second acte pour la lecture du livre bleu de la Bretagne. Introduction à la réédition de 2013 par Louis Mélènec. La version présentée à Bruxelles en 2009 était destinée aux représentants des nations dites minoritaires qui se réunissent chaque année en congrès. Il importait qu'en un minimum de temps, 2 à 3 heures, les congressistes puissent connaître l'essentiel de notre histoire. À la demande de Pierre Lemoine, ex-président de la FUEN, qui par son obstination et le soutien moral qu'il n'a cessé de m'apporter, dans un environnement hostile en Bretagne, davantage qu'en France, a rendu ce travail possible. Les références et les renvois au texte ont été supprimés afin de ne pas rendre la lecture de ce texte trop aride. Les principales références seront réintroduites dans une version future, afin que les lecteurs, sans les surcharger toutefois, puissent instantanément se reporter aux preuves et vérifier que nous n'exposons pas ici une version ni une interprétation personnelle, mais une histoire véridique d'une manière stricte. Tout Breton intéressé par l'histoire de son pays pourra donc s'y reporter et s'assurer que tout ce qui est écrit ici, si surprenant que cela puisse paraître encore, est le reflet rigoureux de ce que nous avons trouvé dans nos archives nationales, réinterprétées à la lumière de l'étude de l'histoire des peuples, de l'histoire des institutions, de l'histoire des idées, du droit médiéval, des principes généraux du droit et d'autres disciplines aujourd'hui indispensables pour qui veut comprendre. La présente version n'a pas été écrite à plume levée. 10 versions ont été nécessaires pour aboutir à cette synthèse, qui, en dépit de sa brièveté, est un condensé scientifique. La Bretagne envahie et subjuguée en 1487, en 1488 puis en 1491 par la France, qui fut son ennemi détesté pendant 1000 ans en raison des malfaisances qui continuent à produire leurs effets au quotidien, est toujours une nation bafouée par le pays qui l'a colonisée. Détentrice de la force, la France a tout mis en œuvre pour effacer les traces de ses actes. La langue bretonne a été écrasée et continue de l'être. Les Bretons n'ont toujours pas accès à leur histoire, ni à la connaissance de ce qu'a été leur pays dans le passé. L'enseignement de l'histoire de la Bretagne est toujours interdit dans les écoles. La langue, persécutée pendant 1 siècle et demi, non enseignée, si ce n'est d'une manière très marginale, est quasi morte. Le territoire national, comme ceux de la Hongrie, du Tibet, de la Pologne, est, depuis le régime de Vichy, amputé de sa partie la plus riche et la plus prestigieuse, le comté de Nantes, absurdement dénommé par la France Loire-Atlantique, appellation qui a remplacé celle de Loire inférieure. Le reste est à l'avenant. Malgré les engagements solennels pris d'une manière répétitive, de surcroît par les plus hauts magistrats politiques français, et en dépit des condamnations internationales, la charte dite des langues minoritaires n'est toujours pas ratifiée par la France. Il n'y a guère de chance de voir les choses se modifier. Si l'Europe et les institutions internationales n'interviennent d'une manière ferme pour mettre fin à un régime autocratique créé par les révolutionnaires de 1789, lesquels, dès l'origine, ont décidé par la violence et par le crime d'anéantir les libertés, les langues, les cultures des différentes nations incluses dans l'espace hexagonal dénommé, par abus de langage, la France, et qui continue à être dirigée en permanence en marché captif par quelques personnes derrière un vernis démocratique qui n'a aucune existence de fait, toutes les décisions importantes étant prises à Paris, les prétendus agents de la vie politique locale étant tout juste réduits au rôle de figurants. C'est à juste titre que les Anglais affirment que la France n'a jamais connu la démocratie. Nous savons très bien, nous, Bretons, que la France n'a cette qualité que par l'audace de s'auto-intituler telle. Ce pays n'a jamais connu la démocratie directe et n'envisage pas de l'instaurer. Le but avéré des gouvernements qui se succèdent est de ne jamais permettre aux citoyens de choisir eux-mêmes les solutions qu'ils souhaitent pour leur pays. Tout leur est imposé d'en haut.
Depuis cette année 2012-2013, le drame apparaît enfin au grand jour. La France est chroniquement gouvernée par des équipes incompétentes, à quoi s'ajoute une corruption effrayante. Le peuple français et le peuple breton ne sont consultés périodiquement que pour envoyer au Parlement des clients du pouvoir présélectionnés par lui, c'est-à-dire par les 3 ou 4 clans qui se succèdent ou alternent dans les fonctions principales de l'État. Alors que la Bretagne indépendante, avant les invasions françaises, était une monarchie constitutionnelle possédant un gouvernement, un premier ministre, un parlement, une cour des comptes, elle est aujourd'hui amputée d'un 5e de son territoire, réduite à l'état de région croupion. Les Bretons n'ont jamais été consultés par la France sur le sort qui leur a été imposé, ni sur l'avenir de leur langue, et ni sur le statut qu'ils souhaitent pour leur pays, soit à l'intérieur de l'Europe, comme État fédéré ou associé, soit, mieux, comme État souverain, ce qu'il était avant d'être envahi, militairement puis annexé. Malgré les dispositions prises d'une manière répétitive par les instances les plus hautes de l'Union européenne, malgré les décisions fermes des organisations internationales en faveur des nations dites minoritaires ou premières, la Bretagne reste administrée depuis Paris, par des gouverneurs dénommés préfets, sans qu'aucune mesure significative soit prise pour assurer le transfert des compétences afin de lui permettre de se gouverner selon ses intérêts et les aspirations légitimes de sa population. De ce point de vue, compte tenu des progrès considérables intervenus en matière de droits des nations minoritaires, des nations indiennes des États-Unis, des Inuits, du Canada, des aborigènes d'Australie et de très nombreux autres peuples, la France, considérée à l'aune de règles démocratiques, un des pays arriérés, une authentique caricature dans le concert des pays industrialisés modernes. L'Europe tout entière est au courant de cette situation, comme elle le fut lors des invasions de la Bretagne en 1491. Les puissances du temps ayant toutes envoyé des troupes pour aider la Bretagne à défendre sa liberté contre l'impérialisme français. La France est passible non seulement des blâmes les plus sévères, mais de sanctions très lourdes. Les Français et les Bretons, deux peuples en conflit dès qu'ils sont en contact, 6e au 9e siècle. Origine des immigrations des Bretons en Armorique, 6e au 9e siècle. Antériorité du peuple breton. Contrairement à ce que l'on peut croire, en lisant les manuels et les ouvrages en circulation, l'histoire des Bretons ne commence pas avec les émigrations en Armorique, la Bretagne actuelle. L'existence du peuple breton est attestée dès l'Antiquité. Jules César, au 1er siècle avant Jésus-Christ, consacre à ces peuples de long développement dans son ouvrage « La guerre des Gaules ». Ils vivent alors dans l'île de Bretagne, dénommée aujourd'hui Grande-Bretagne, depuis longtemps. Bien qu'ils ne possèdent pas un souverain ou un roi unique, à plus forte raison ce que nous appelons un État centralisé, ce qui est le sort commun à toute l'Europe celte d'alors. Ils constituent une civilisation, ils parlent la même langue, en tout cas plusieurs langues voisines appartenant au même groupe linguistique, ont des croyances religieuses, des mythes, des mœurs, des coutumes et des lois communes. Les civilisations ne prennent encore et consistance qu'au bout de longs siècles. Les Bretons existent donc de très longs siècles avant qu'il ne soit question de la France et des Français. Largement plus de 1000 ans. Comme ils ont été peu romanisés, ils vivent aux marges de l'Empire romain. On peut dire, sans crainte de se tromper, qu'ils sont l'un des peuples les plus antiques d'Europe. Émigration en Armorique. Les Bretons émigrent dans la péninsule armoricaine, aujourd'hui dénommée Bretagne, à partir du IIIe siècle, par vagues successives, en partie en raison des invasions de l'Angleterre par les Angles et les Saxons, en partie d'une manière spontanée, parce que ce vaste territoire est peu peuplé, qu'il jouit d'un climat meilleur, que ses côtes et ses terres sont poissonneuses, giboyeuses et fertiles.
Il existe des présomptions assez fortes pour penser que les Armoricains et les Bretons se mélangent sans trop de violence. Les deux peuples entretiennent des rapports commerciaux depuis plusieurs siècles. Ils appartiennent à la même civilisation celte. La Manche est une mer intérieure à l'Empire romain jusqu'à la fin du 5e siècle. L'Armorique, enfin, peu peuplée, est en situation d'accueillir des populations nouvelles sans qu'il soit besoin de connaître. On admet que les émigrations se poursuivent pendant plusieurs siècles, peut-être jusqu'au 9e siècle, et que les Bretons d'outre-Manche et d'Armorique, ayant les mêmes origines, parlant la même langue, se considèrent comme proches parents depuis longtemps. Au 6e siècle, en raison de leur nombre, les Bretons armoricains imposent leur idiome, leur culture, leur religion. Ils ont été christianisés lentement à partir du 3e siècle. Dans la partie ouest de la péninsule, celle-ci change de nom et devient la Bretagne, selon le témoignage de l'archevêque et métropolitain Grégoire de Tours. Les conflits brito-francs. Les Francs, venus de Belgique, ne migrent dans le nord de la Gaule qu'à la fin du 5e siècle, après 475. Ils franchissent la Somme en 486, la Loire vers 491. Clovis, roi des Francs saliens, qui a laissé un nom célèbre dans l'histoire, succède à son père décédé à l'âge de 15 ans. Ils n'arrivent donc en Gaule que bien après les Bretons et sont d'ailleurs très peu nombreux. On estime que leur nombre total n'excède pas 2% de la population totale de la Gaule. Si les Bretons ne tirent aucune gloire de cette antériorité, ce fait est pourtant important à préciser. Pendant plus de 1000 ans, les Francs, devenus les Français, prétendent être arrivés en Armorique avant les Bretons et avoir concédé un territoire qui leur appartenait à ces mendiants venus sur des barques de l'autre côté de la mer. Ceci à seule fin de tenter de rendre légitimes les invasions de la Bretagne, puis l'annexion du pays 1491, puis sa digestion totale et sa néantisation à partir de 1789 afin de les faire disparaître par dissolution dans le peuple envahisseur. Les Francs n'adoptent la religion chrétienne dans le sillage de la conversion de Clovis, roi des Francs saliens, qu'à partir de l'an 500. Ce fait ne confère pas davantage une quelconque supériorité aux Bretons, mais ils la souligneront avec force, presque jusqu'à l'ère contemporaine, pour se démarquer de leurs ennemis. Adhérer à la religion chrétienne d'un côté, être païen de l'autre, fera pendant longtemps une différence, à une époque où le christianisme est la référence suprême. Dès que les deux peuples arrivent en contact, dans la zone frontière de Rennes et de Nantes, approximativement, en tout cas à l'ouest du fleuve Vilaine, des affrontements se multiplient. Les archives et les commentateurs font état de conflits violents dès le VIe siècle. On a gardé la trace des différents rois francs, d'Agobert et du roi breton Judicaël, au 7e siècle, ce dernier étant désigné par les auteurs francs d'une manière répétitive et non ambiguë, comme le roi des Bretons. À cette époque, la Bretagne est divisée en réalité en plusieurs principautés, chacune ayant à sa tête un roi ou un prince, peu importe la terminologie utilisée, distincte. Si les Bretons d'Armorique n'ont pas encore un roi unique, l'appartenance à un même peuple, en revanche, est très marquée. L'heureuse conservation, quasi miraculeuse, d'archives plus nombreuses au IXe siècle, permet de jeter une lumière crue sur ce que sont les relations extrêmement conflictuelles et violentes des Bretons et des Francs. Les Francs, notamment, tentent d'envahir la Bretagne à la tête d'armées nombreuses, parfois conduites par leur roi et empereur en personne, Pépin le Brave, Charlemagne, Louis le Pieux, Charles le Chauve, en 753, 786, 799, 811, 818, 824. Les Bretons défendaient avec férocité leur territoire. Les Francs ne parviennent à remporter que quelques succès brefs et géographiquement limités. Les Bretons sont désignés par leurs adversaires comme orgueilleux, intraitables, obstinés, avec des qualificatifs très péjoratifs, témoignant de la haine que se portent les deux peuples, car ces sentiments sont partagés et normaux de la part des nations ennemies. À partir de 840, devenus offensifs et conquérants, les Bretons remportent victoire sur victoire, causant de lourdes pertes à leurs ennemis.
malgré la supériorité numérique écrasante de ceux-ci. En 851, le roi Erispoé, fils du célèbre chef militaire le Dux Nominoé, qui est parvenu à réunir les chefs bretons sous son commandement unique pour combattre les Francs, inflige à l'empereur Charles le Chauve une défaite retentissante à Best-les-Jambelans. D'autres auteurs disent Tabalon. Ballon. À la faveur de cette victoire, les comtés de Rennes et de Nantes, le pays de Retz, deviennent bretons. Ces territoires, il convient de le souligner, ne sont pas francs, mais peuplés de populations romanes, dominées par les Francs, envahisseurs de la Gaule, comme cela est précisé ci-dessus. La Bretagne que nous connaissons va naître, progressivement, de la réunion des zones occupées par les Bretons, grosso modo la moitié ouest de la péninsule armoricaine, et des zones perdues par les Francs, à la faveur de la victoire bretonne de 851. Les frontières bretonnes, malgré quelques modifications temporaires, se maintiennent dans ses limites naturelles jusqu'à aujourd'hui. La Bretagne est donc l'une des principautés territoriales les plus anciennes d'Europe. Un faux débat entretenu par les Français jusqu'à aujourd'hui. Les Bretons ont eu des rois, tout comme les Français. Comme toutes les nations de la terre, les Bretons ont eu des chefs et des rois de tout temps, en Grande-Bretagne comme en Armorique. Comme partout ailleurs encore, ils ont porté des titres divers. S'ils n'ont arboré le titre de Rex qu'au IXe et au Xe siècle, ils ont ensuite porté le titre de duc. Dux, duc, duché, signifie chef. Jusqu'aux invasions par l'armée française de la fin du XVe siècle. Ils ont eu leur roi, sous des appellations diverses, tout comme les Français, et d'ailleurs presque toutes les nations de la terre. La constitution de l'État breton, la souveraineté pleine et entière de la Bretagne au Moyen-Âge. Constitution de l'État breton. 12e, 13e, 14e, 15e siècle. Contrairement à ce que les Français ont voulu faire accroire, depuis qu'ils se sont emparés de tous les pouvoirs en Bretagne, dans les faits, depuis la mort d'Anne de Bretagne en 1514. Surtout depuis qu'ils ont accaparé, pour eux seuls, la prérogative de faire les carrières, de peser sur les consciences et d'enseigner leur vérité. Sans contradiction possible, la Bretagne n'a jamais été subordonnée au royaume de la France. Elle n'a jamais été un fief de la France, concédé par le roi de France aux Bretons. Pas plus que les Écossais, les Irlandais, les Gallois, les Tibétains, les Ouïghours, les Sahraouis et bien d'autres peuples n'ont dû ni leur territoire, ni leur langue, ni leur existence nationale aux Anglais, aux Chinois, aux Marocains. Les Bretons n'ont dû leur existence nationale qu'à eux-mêmes, et en aucun cas à leurs ennemis français. Ces contes pour enfants qui ont valeur de loi universelle lorsqu'il s'agit d'asservir les nations les plus faibles sont inventés par les agresseurs qui, ayant envahi par la force des territoires qui ne leur appartiennent pas, deviennent ensuite des occupants. Et le reste, lorsqu'ils n'ont pas réussi à éliminer physiquement les populations qui, elles, peuplent de manière légitime leur pays. D'une manière légitime leur pays. La Bretagne s'est constituée, comme les autres nations, par ses vertus propres, par ses chefs, les ducs, par son peuple, par les populations qui se sont agglutinées à elle au cours des siècles, par les combats incessants que les Bretons ont dû mener tout au long des siècles pour conserver leur territoire et leur identité, contre les Anglais, contre les Français surtout. À partir du XIIIe siècle, comme les autres grandes principautés européennes, ni plus ni moins, la Bretagne se centralise politiquement peu à peu, c'est-à-dire constitue un véritable État autour du chef suprême, le duc, et de son gouvernement. Les éléments constitutifs de l'appareil de l'État breton, lorsqu'il a pris corps, sont les mêmes que ceux des royaumes et des États souverains de l'époque. La Bretagne a une dynastie. Cette dynastie descend du chef militaire nommé Noé
et de son fils, le roi Erispoloi, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale. Elle est plus ancienne que la monarchie française, dite capétienne, de 150 ans environ. Hugues Capet était élu roi de France en 987. La dernière duchesse qui règne d'une manière effective sur la nation bretonne est Anne de Bretagne, 1477-1514, fille de François II, 1435-1488. Le principal ministre, ou conseiller, du prince porte le nom de chancelier, titre qui reste encore en usage dans certains pays comme l'Allemagne. En Bretagne, le chancelier joue un rôle central dans le gouvernement du pays, parfois plus important que celui du duc. Le gouvernement breton porte le nom de conseil ducal. Il est composé de conseillers, qui sont les ancêtres de nos ministres actuels. Le Parlement général de Bretagne, plus connu sous le nom d'État de Bretagne, représente la nation. Il est composé de délégués des trois ordres, le clergé, les nobles, les bourgeois. Il se réunit fréquemment, tous les 2 ans environ. Il vote les lois, les impôts et décide tout ce qui est important dans le duché. Il détient le pouvoir législatif. Il confirme la paix ou la guerre, approuve les traités internationaux. Sa compétence est générale, son rôle est particulièrement important. Le pays a une chambre des comptes, distincte du Parlement général. Il existe, certes, d'une manière beaucoup moins élaborée qu'aujourd'hui, ce que nous appelons une comptabilité nationale, un budget dans lequel apparaissent clairement les recettes et les dépenses de l'État. Le duché possède sa justice, son administration, son armée. Le duc possède la prérogative de nommer à tous les offices de judicature, de finances, ainsi qu'aux offices militaires. Les historiens français admettent que vers 1270, la construction de l'État est déjà avancée. C'est aussi le cas en Bretagne, qui est probablement d'ailleurs, sur ce point, en avance sur le pays voisin, car son territoire existe en tant que tel depuis le IXe siècle, pratiquement sans modification, alors que la France n'est proche de ses limites actuelles qu'au XVIe siècle. Le duc de Bretagne est souverain dans son duché, tout comme le roi d'Angleterre, le roi d'Écosse, le roi d'Aragon, le roi de Navarre, le roi de Naples, le roi de France. Il gouverne avec ses conseillers et son parlement général, sans qu'aucun autre pays ait le moindre droit de regard sur ses prérogatives gouvernementales. Le duché est gouverné par ses propres lois et ses propres coutumes. En aucun cas par celles applicables en France ou ailleurs. La justice est rendue au nom du duc par les juridictions bretonnes. Le chef de la justice au niveau national porte le titre de président de Bretagne. Sauf exception rarissime, les Bretons ne peuvent faire appel devant le Parlement de Paris. Le duché veille jalousement à ce qu'il n'y ait aucune ingérence étrangère dans le fonctionnement de sa justice et met obstacle à tout recours des Bretons au Parlement de Paris sous peine de sanction. Le duc est le chef des armées nationales. Le duc est le chef des armées nationales. Les armées en campagne sont commandées par le maréchal de Bretagne. La flotte obéit à l'amiral de Bretagne. Le duché bat ses propres monnaies d'or et d'argent, décide du cours des monnaies. La livre bretonne est distincte de la livre française. Le système fiscal est strictement distinct de celui de la France. Les impôts, notamment, ne portent pas les mêmes noms de chaque côté des frontières. L'impôt principal est le fouage en Bretagne, la taille en France. La diplomatie dépend du duché seul, qui nomme ses ambassadeurs, décide des négociations à conduire, négocie et signe des traités, décide de la paix et de la guerre. Le duc entretient des relations directes par ses ambassadeurs avec le pape, qui rédige des bulles distinctes de celles destinées à la cour de France. L'Église de Bretagne est distincte de l'Église de France. Le duc crée ses ordres de chevalerie, anoblit les sujets qu'il distingue, possède le droit de grâce. Le crime de lèse-majesté fait partie du droit breton. Le duc dispose du monopole de la contrainte,